ya lo hice. Bien, quiero presentarles al público de habla castellana a Gerard Gaillard, psicoanalista, miembro de la École Lacanienne de Psychanalyse. Él ejerce el psicoanálisis en Tours. Je vais présenter à Gérard Gaillard, je crois que tout le monde ici présent le connaît. Il exerce la psychanalyse à Tours, France. Hoy va a hablarnos del impacto que ha hecho en su práctica la lectura del Antiedipo. Y va a parler par rapport à l'Antiedipe. Gérard, c'est parti? D'accord, merci Eduardo. Donc bonjour, bonjour. Merci à toi Gérard, merci à toi. Merci de m'avoir invité. Bueno, nos agradece que lo hayamos invitado. Merci à toi Gérard. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Donc, Eduardo m'a demandé effectivement de parler de l'Anti-Oedipe, de ma lecture de l'Anti-Oedipe de Deleuze et Guattari et de ce que cette lecture avait pu faire pour influencer ma pratique après l'avoir effectuée. Donc, effectivement, je vais partir du fait que alors, cette lecture s'est faite dans le cadre d'un séminaire que j'animais à l'époque et où je voulais parler un peu d'autre chose que ce dont il était question tout le temps. Donc, acaba de decir Gerard que él va a contarnos su experiencia a partir de un seminario que él ha hecho respecto de Antiedipo y cómo ha impactado en su clínica. Bien, Gerard. On vous écoute. Et donc, voilà, c'était un petit préambule. Je vais commencer depuis bon nombre d'années à cette époque. Je me sentais souvent très mal à l'aise dès que le terme de psychose était prononcé. C'était un mal-être fondé sur ce que je pouvais en percevoir de mon expérience personnelle d'être humain et sur celle tiré des entretiens avec les patients qu'on appelait psychotiques. Frecuentemente, durante muchos años, me he sentido incómodo, tan pronto como la psicosis entra en juego. Malestar fundado en lo que puedo percibir de mi experiencia personal como ser humano y en aquello extraído de entrevistas con supuestos pacientes, entre comillas, psicóticos. Qu'était cette entité issue d'un freudisme tardif, puisque au début, Freud parle de névrose narcissique, et ce n'est qu'après qu'il emploie le terme de psychose, et tellement imprécise qu'elle est abandonnée aujourd'hui des principales classifications internationales. ¿Qué es esta entidad procedente de un freudismo tardío? Al principio, se trataba de neurosis narcisista, y tan imprecisa que es dejada hoy por las principales clasificaciones internacionales. Pour une fois, je suis d'accord avec celle-ci, avec les classifications internationales. Ce regroupement qui est fait de l'union des schizophrénies et des psychoses dites chroniques, en fait paranoïaques, me semble de plus en plus difficile à faire correspondre avec les phénomènes qui y sont localisés. Por una vez estoy de acuerdo con ellos, con estas clasificaciones. Esta agrupación hace que la unión de la esquizofrenia y las llamadas psicosis crónicas, de hecho paranoicas, me parezca cada vez más difícil de equiparar con los fenómenos que allí se localizan. Alors, donc, qui étaient et qui sont ces gens qu'on appelle psychotiques et quelles propositions de traitement peut-on leur faire pour avoir la décence de ne pas utiliser le terme de thérapeutique. Entonces, alors, ¿quiénes son estas personas que se llaman psicóticos? ¿Y qué propuesta de tratamiento para tener la decencia de no usar el término terapéutico podemos realizarles? Je passerai rapidement et pudiquement sur les thérapies cognitivo-comportementales, pratiques de négation du sujet, athéoriques, débouchant sur des propositions réductrices et caricaturales du modèle idéal et sain dans la personne du thérapeute que le sujet
entre guillemets, malade, voire, entre guillemets, déviant, devra imiter à travers des exercices que l'on nomme aujourd'hui psychoéducation ou remédiation cognitive, en les accompagnant de la dose nécessaire de médicaments et ou d'électrochocs. Pasaré rápida y pudorosamente sobre las terapias cognitivo-conductuales, prácticas de negación del sujeto a teórico, que conducen a propuestas reductoras y caricaturescas del modelo ideal y saludable en la persona del terapeuta, que el sujeto, entre comillas, enfermo o incluso, entre comillas, desviado, tendrá que imitar a través de ejercicios que se denominan psicoeducación o remediación cognitiva, acompañándolos con las dosis necesarias de fármacos y o electroshocks. À ce moment-là, il nous reste alors deux sortes d'interprétations classiques de la psychose, celle qui la considère en des termes négatifs, de dégradation, de panne, pour reprendre des termes qu'avaient employés, ou de catastrophe, qu'avaient employé des personnes qui sont aujourd'hui décédées, comme José Attal ou Jean Houry, panne ou catastrophe dans leur rapport avec le réel, la fameuse perte de réalité, dont Freud nous a pourtant montré qu'elle existait aussi chez les névrosés, qui va porter atteinte à l'unité supposée de la personne. Deleuze les nomme des interprétations personnologiques. Leur référence de base est le moi, soit l'unité de la personne. C'est sur cette pensée que s'appuie notamment l'organodynamisme d'Henriet, où j'ai appris ma psychiatrie, puisque je suis aussi psychiatre, et la thèse de Lacan également part de cette théorie-là. Nos quedamos entonces con dos tipos de interpretaciones clásicas de la psicosis. Los que la consideran en términos negativos, degradación, ruptura o catástrofe, él ha mencionado a José Attal y Jean Houry, los dos han muerto, en su relación con la realidad. La famosa pérdida de la realidad que Freud, sin embargo, nos ha demostrado que también existía en la neurosis, que socavará la supuesta unidad de la persona. Deleuze la llama interpretaciones personológicas. Su referencia de base es el yo, la unidad de la persona. Es en este pensamiento en el que se basa el órgano dinamismo de Henry, la tesis de Lacan también. Nos dice Gerard, que él es psiquiatra y que ha tomado su formación de Henry, y también de Lacan, obviamente. Et puis celles qui sont directement inspirées par le courant structuraliste, la psychose y est interprétée en vertu de phénomènes essentiels de la structure, soit un système dans lequel chacun des éléments n'est définissable que par les relations d'équivalence ou d'opposition qu'il entretient avec les autres. Cet ensemble de relations formant la structure en tant que telle. La psychose, dans cette acception, est considérée comme un accident. C'est à ce courant qu'appartient le Lacan des écrits, par exemple. Je vais citer Claire Armand, qui est une psychanalyste que j'avais invitée à mon séminaire et qui est un petit peu avant mon intervention et qui avait dit ceci: la structure psychotique est déterminée par l'échec du processus de symbolisation, échec du refoulement originaire et de la métaphore paternelle. Le langage des sujets psychotiques témoigne de cet échec et de ce qui caractérise le langage, c'est le système du signifiant. C'est dans la relation de l'homme au signifiant que le drame de la folie se situe. Bien. Los que se inspiran directamente en la corriente estructuralista, dos puntos, la psicosis se interpreta en virtud de fenómenos esenciales de la estructura. Es decir, un sistema en el que cada uno de los elementos es definible solo por las relaciones de equivalencia u oposición que mantiene con los demás. Este conjunto de relaciones forma la estructura como tal. La psicosis, en este sentido, se consideraría un accidente. Es esta corriente que pertenece el Lacan de los escritos. Por ejemplo, citaré a Claire Armand en línea con este pensamiento. Es una psicoanalista que ha participado en el seminario de Gerard. Dice: la estructura psicótica está determinada por el fracaso del proceso de simbolización, fracaso de la represión original y de la metáfora paterna. El lenguaje de los sujetos psicóticos
da testimonio de este fracaso. Y lo que caracteriza al lenguaje es el sistema del significante. Es en la relación del hombre con el significante donde se ubica el drama de la locura. Gérard. Il y a dans cette introduction plusieurs termes qui posent problème, à mon avis. La structure, le mot structure, le mot psychotique, le mot échec et le mot symbolisation. Hay varios términos problemáticos en esta introducción. Estructura, la palabra psicótico, también, la palabra fracaso y simbolización. Je continue à citer toujours Claire Armand, qui représente une certaine pensée orthodoxe, je dirais lacanienne. Le désir n'est pas symbolisé dans le système du sujet psychotique. L'absence de la dialectique du désir signe la psychose. Continúa citando a Claire Armand, que le parece que representa algún pensamiento clásico del psicoanálisis lacaniano, diciendo lo siguiente: el deseo no está simbolizado en el sistema del sujeto psicótico. La ausencia de la dialéctica del deseo es un signo de psicosis. Bon, je vais peut-être passer un peu plus vite parce que sinon on va finir très tard. Oui. Lacan parle ensuite des notions classiques que vous connaissez tous de forclusion du signifiant du nom du père qui détermine la structure psychotique. Le nom du père manque, il est rejeté, forclos, il n'entre pas dans le cycle des signifiants. Il n'y a pas d'effet métaphorique, le désir de l'autre, de la mère n'est pas symbolisé, etc. Dans la psychose, il n'y a pas de discours structuré comme tel. À la place de la vérité vient le réel. Donc, tout au long de cet exposé, elle prend le problème sous l'angle du langage et plus précisément sous celui du signifiant. Et on est ainsi tout le temps aux prises avec les ritournelles lacaniennes de la non-accession au symbolique, l'accession à un symbolique qui n'opère pas, qui n'empêche pas le réel de déborder de toutes parts. La psychose serait donc une structure qui s'inscrit comme un défaut dans la structure idéale névrotique qui, elle, repose en paix sur le fameux nom du père, signifiant maître non forclos, père symbolique auquel on accède par la voie de la métaphore, exercice impossible pour le psychotique, qui se perd dans les métonymies stériles. Gerard propone un poco vas-y. para ir más rápido. Dice lo siguiente en términos rápidos, cosas que supone que todos sabemos. El deseo no está simbolizado en el sistema del sujeto psicótico. La ausencia de la dialéctica del deseo es un signo de psicosis. Él dice que esto lo deja sin palabras. Y pone tipo telegrama. La forclusión del significante del nombre del padre determina la estructura psicótica. El nombre del padre falta, es rechazado, forcluido, no entra en el ciclo de los significantes. Sigo, En la psicosis no hay un discurso estructurado como tal. En lugar de la verdad, viene lo real. Así, dice Gerard, a lo largo de esta presentación, Claire Armand y lo que él llama los buenos lacanianos, junto con ella, toman el problema desde el ángulo del lenguaje, y más precisamente del significante, la palabra clave del pensamiento del primer Lacan. Y así estamos todo el tiempo luchando con la cantinela lacaniana, con los ritorneros lacanianos. Por ejemplo, no acceso a lo simbólico, no hay adhesión de lo simbólico, esto impide que lo real tal lo devore por todos lados, la psicosis sería una estructura, para usar un término freudiano, un cristal, que forma parte de un defecto en esa estructura. Padre simbólico al que se accede por la vía de la metáfora, ejercicio imposible para el psicótico que se pierde en metonimias estériles. Gérard. Donc, ces deux voies ne me paraissent pas satisfaisantes. Quelle autre voie serait envisageable? Je dirais, pour reprendre une affirmation que j'avais entendue, qui avait été faite par Mayette Viltard, qui est une membre de l'école lacanienne, bon nombre de ce qui concerne l'humain n'est pas pris en charge par le langage. Il y a quelque chose de l'humain dont on ne peut rendre compte qu'en passant par ailleurs, c'est-à-dire par le corps. Et ceci nous amènera, on verra comment, à faire un détour indispensable chez le schizo. J'ai dit le schizo, pas le schizophrène. C'est un détail subtil, mais qui change beaucoup, en plaçant cette catégorie hors du champ sémiologique médical où elle est enfermée. Donc, que proposer d'autre? Alors, il me semblait... Vas-y. Vas-y. Bien. Bueno, luego de hacer este recorrido por, digamos, lo que conocemos de Lacan, él va a citar a Mariette Viltard,
donde Mayet Viltar, que es miembro de la escuela de la École Lacanienne también, dice lo siguiente: mucho de lo que concierne a los humanos no está abarcado por el lenguaje. ¿Qué implica esto? Que hay algo del humano que solo puede ser tomado en cuenta al pasar por otro lugar, es decir, por el cuerpo. Y esto nos llevará, veremos cómo, a dar un rodeo imprescindible hacia el esquizo. Dije esquizo, no esquizofrénico. Detalle sutil, pero que cambia mucho al colocar esta categoría fuera del campo semiológico médico, donde se la incluye en tanto que se la encierra. Gerard. Je vais aller très vite là, Eduardo, parce que l'essentiel est ailleurs. Donc, que proposer d'autre? Et il me semblait depuis longtemps qu'il y avait une lecture qui était indispensable à une réflexion sur ce sujet. C'était celle de l'anti-Oedipe de Deleuze et Guattari. C'est une lecture que j'avais essayé de faire à plusieurs reprises, que j'avais commencé et puis que j'avais arrêté parce que c'était trop difficile. Bon, j'ai eu la chance d'avoir des aides, de pouvoir entendre des gens qui m'ont aidé à pouvoir lire Deleuze et Guattari. Ça a été David Lapoujade, qui est un philosophe qui a bien connu Deleuze, que j'ai entendu à 2 reprises. Je me suis aussi j'ai été aidé aussi par une intervention que Mayet Viltar avait faite à un colloque que j'avais organisé en 2005. Et puis, j'ai été aussi aidé par Stéphane Nadeau, qui a proposé des textes sur Internet pour faciliter la lecture de l'anti-Oedipe. Donc, trois aides qui m'ont permis finalement de lire l'anti-Oedipe. Bien. Para hacer una síntesis de lo que dijo, es que él se propone entonces hacer una reflexión a partir de la lectura del Anti-Edipo. Cuestión que le costó mucho porque lleva años haciéndolo, pero de manera interrumpida y retomando siempre el texto. Pero hubo tres elementos que lo ayudaron. Uno fue el conocer las intervenciones de David Lapoujade, que hemos trabajado aquí en Andamiajes Lacanianos, filósofo y conferenciante de la Sorbonne, donde él pudo acercarse, Gerard, a la lectura de Deleuze Guattari en el Anti-Edipo. Luego fue una serie de relecturas y transcripción de intervenciones de Mayet Viltar, que ha estado trabajando mucho sobre este tema en un coloquio en el año 2005, que se tituló Por trozos y por piezas, Edipo hoy. Bien, y finalmente él es ayudado por Stéphane Nadeau, que también conocemos aquí en Andamiajes Lacanianos, psiquiatra infantil, psicoanalista y filósofo, editor de la revista Chimère, fundada por Deleuze y Guattari, y que en particular ha escrito un texto que se llama Escritos para el Anti-Edipo, que permite acceder a la obra del Anti-Edipo. Bien, Gérard, tu peux continuer. Bon, je vais sauter le dernier paragraphe de mon introduction. Je vais juste le résumer pour dire que donc le propos ici n'est pas de s'en prendre à la psychiatrie, ce n'est pas de l'antipsychiatrie. Il ne s'agit pas non plus d'être contre les théories freudiennes. L'anti-Oedipe, c'est pas le contre-Oedipe, comme je l'ai dit souvent, hein, c'est une autre façon de voir les choses qui n'invalide pas du tout les travaux de Freud et de Lacan. C'est autre chose, c'est un autre point de vue. Voilà. Está mostrando entonces un otro punto de vista, poniendo énfasis, esto lo hago directamente como traducción, en el texto de Anti-Edipo, pero que es un texto que no está contra nada, no se trata de estar contra nada. También cita la antipsiquiatría, aunque la antipsiquiatría luego fue para otro lado en tiempos de cierre de hospitales psiquiátricos. Y finalmente, bueno, vuelvo a citar a Stéphane Nadeau, y de aquí en más ir a entrar ya en tema. Oui, Gérard, tu peux commencer avec le sujet. Donc, on va aborder les notions que je retiens de l'anti-Oedipe qui m'ont paru essentielles et qui m'ont permis de pratiquer autrement. Donc, l'anti-Oedipe, c'est 1972, écrit par Gilles Deleuze, donc philosophe, né en 1925 et mort en 1995, et Félix Guattari, psychanalyste, 1930-1992. C'est un texte qui est difficile, qui est foisonnant, qui est très complexe, avec des éléments de logique qui sont bousculés, renversés. On est dans un nouvel ordre de compréhension, un nouveau modèle. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, grâce à des aides, je suis arrivé à le lire, du moins j'espère. Bueno, respecto del Anti-Edipo, cita
a Gilles Deleuze, 1925-1995, y Félix Guattari, 1930-1992. Dice que es un texto que desde las primeras líneas uno queda impresionado por una sensación de proliferación extremadamente compleja, sensación que no se aparta nunca a lo largo de la lectura, y donde los elementos habituales de la lógica, ya sea a nivel filosófico o a nivel psicoanalítico, son sacudidos, otras veces anulados. Estamos inmediatamente en un nuevo orden de entendimiento, un nuevo modelo en el que no hay separación entre el pensamiento y el cuerpo. Lo orgánico y lo psíquico no solo son inseparables, sino que constituyen una misma materia. Y la lectura en sí es difícil, porque la escritura de este libro se calca sobre sí mismo, sobre su propio tema. La forma abarca la sustancia. Por tanto, estamos obligados a seguir las mentes de los autores a medida de que esto se va desarrollando. Fragmentos enteros se anticipan a los demás, en una escritura que no es de ninguna manera lineal. Gérard. Donc, je vais essayer de rappeler quelques conceptions majeures de Deleuze et Guattari de l'anti-Oedipe. La première, qui apparaît tout de suite, dès la première page, c'est que nous sommes faits de machines. Les machines, les fameuses machines désirantes, connectées les unes sur les autres, et des machines qui produisent. Qui produisent quoi? Qui produisent la matière, l'organique et du psychique et du psychisme réunis, à savoir le désir. Immédiate différence avec la théorie freudienne, le désir ne provient pas d'un manque pour Deleuze et Guattari. Le désir constitue la texture même de la société, son grain. On dit en anglais the stuff we are made of. Un recordatorio de algunas concepciones importantes o mayores del antiedipo. Estamos hechos de máquinas, máquinas que desean, máquinas conectadas entre sí, máquinas que producen. ¿Qué producen? La materia del orgánico y la psique juntas, es decir, el deseo. Hay aquí una diferencia inmediata con la teoría freudiana. No proviene de ninguna carencia objetiva. Constituye la textura misma de la empresa, su grano, las cosas de las que estamos hechos. The stuff we are made of. Gérard. Et que produit le désir à son tour? Le désir qui est produit par les machines désirantes, le désir produit des machines désirantes. Les machines désirantes produisent le désir et le désir produit des machines désirantes. Le désir, il n'y a que de la production, il n'y a pas de but, il n'y a pas de finalité. Le désir est subjectivité pure, c'est-à-dire que ce n'est pas une réalité naturelle. Donc, pour Deleuze et Guattari, le point de départ n'est pas Oedipe, dont il ne nie pas l'existence, ni même son rôle structurant, ça il faut bien le souligner, son rôle structurant qui est universel de fait, mais pas de droit. Il y a un sans-fond aneudipien qui le précède en droit, ce qui suppose une inorganisation réelle du désir et une astructuration de l'inconscient. Bien, ¿y qué produce el deseo? Máquinas deseantes. El deseo produce y es producido por las máquinas que desean. Solo hay producción, ninguna meta, ningún propósito. El deseo es pura subjetividad, es decir, no es una realidad natural. Por lo tanto, para Deleuze y Guattari, el punto de partida no es Edipo, cuya existencia no niegan ni siquiera en su papel estructurante, que es universal de hecho, pero no de derecho. Hay un sinfondo anedipiano que lo procede por derecho, lo que supone una verdadera inorganización del deseo y una aestructuración del inconsciente. Gérard. Le désir est toujours agencé, machiné. Les machines produisent des agencements. Ce que l'on est dans une société donnée n'est qu'un agencement de flux. Et l'inscription de cette énergie désirante se fait dans la sexualité. Le monde du désir ne se laisse pas enfermer, mais le monde du désir ne se laisse pas enfermer dans un univers à deux sexes. C'est le sexe non humain qui comprend N sexes. C'est un sexe réel. Pardon, el deseo siempre está agenciado, maquinado. Las máquinas producen agenciamientos, disposiciones. Lo que cada quien es en una sociedad dada solo es una disposición, un agenciamiento de flujos. Y la inscripción de esta energía deseante se hace en la sexualidad,
El mundo del deseo no se deja encerrar en un universo con dos sexos. Es el sexo no humano, entre comillas, que incluye N sexos. Es un sexo real. Donc, machine, désir, le troisième mot important va être celui de flux. Nous sommes traversés sans cesse par le désir sous forme de flux. Le désir est en effet sans but, mais va dans une direction. Et c'est ce devenir sans déterminité que l'on appelle processus. Le processus, c'est le flux sans préexistence du trajet. Le concept de processus va prendre la place du concept de structure, en quelque sorte. L'image est celle d'un ruisseau qui creuse son lit. Le trajet ne préexiste pas. Il suit ce qu'on appelle des lignes de fuite, encore un terme important. Et c'est le trajet de ces lignes de fuite, ça c'est pas toujours facile à comprendre, que Deleuze et Guattari appellent schizophrénie. Estamos constantemente atravesados por el deseo en forma de flujos. El deseo es, en efecto, sin rumbo, pero va en una dirección. Y es este devenir sin determinación lo que llamamos proceso. El proceso es el flujo sin preexistencia de una ruta. Esto es importante, dice Gerard. La imagen es la de un arroyo cavando su lecho. La ruta no preexiste. Sigue las denominadas líneas de fuga, concepto importante, acaba de subrayar Gerard. Y es el camino de estas líneas de fuga lo que Deleuze y Guattari llaman esquizofrenia. Gerard. Dans 1000 plateaux, qui est l'ouvrage, le deuxième tome de Capitalisme et schizophrénie, dont l'Anti-Oedipe constituait le premier tome, l'Anti-Oedipe 1972, 1000 plateaux 1980. Donc dans 1000 plateaux, nous verrons qu'il y a trois sortes de lignes. Les lignes de segmentarité dures, c'est métro, boulot, dodo, celles qui nous mènent à l'école, au collège, au lycée, les lignes obligées. Puis les lignes de segmentarité souple, qu'on peut, bon, celles qui constituent à travers le fantasme, par exemple, une sorte de compromis qui peuvent s'apparenter aux lignes de Fernand Deligny, pour ceux qui connaissent Deligny, hein, les lignes d'air de Deligny. Ça correspondrait à ces lignes de segmentarité souple. Et enfin, les lignes de fuite qui sont faites de désir pur. Bon, il rajoute que 4 dangers guettent ces lignes de fuite, parce que c'est dangereux d'être sur les lignes de fuite, évidemment. La peur, la clarté, paradoxalement, le pouvoir et le grand dégoût. Il y avait une petite faute, le grand dégoût, l'envie de mourir et de faire mourir. Bueno, en 1000 mesetas, que es el segundo tomo, digamos, que precede a El Anti-Edipo, uno publicado en 1972, otro en 1980, veremos que hay tres tipos de líneas. Las líneas de segmentariedad dura, que son aquellas que son rígidas, que nos llevan de la escuela a la escuela primaria, y luego a la escuela secundaria, por ejemplo, son rígidas. Luego otras líneas de segmentariedad más suaves, flexibles, podríamos traducir, las que constituyen una especie de compromiso a través de la fantasía, por ejemplo. Y finalmente, las líneas de fuga, hechas de puro deseo, de deseo puro. Por lo tanto, hay aquí 4 peligros en las líneas de fuga. El miedo, la claridad, paradojalmente, el poder y la total repugnancia, representado por las ganas de morir y de hacer morir a la gente. Gérard. Bon, j'ajoute que la différence essentielle entre structure et processus, c'est que dans une structure, les éléments tiennent entre eux par pression, hein, alors que dans un processus, ce sont les lignes de fuite qui sont à prendre en compte. Bien, amigos, la diferencia esencial entre la estructura y el proceso es que en una estructura los elementos se mantienen unidos por presión, mientras que en un proceso son las líneas de fuga las que deben tenerse en cuenta. Bien. Le désir est toujours en rapport avec une multiplicité, ça c'est essentiel. C'est vraiment une notion essentielle chez Deleuze et Guattari, hein, la multiplicité de l'inconscient. Le désir est en rapport avec une multiplicité, celle des machines,
Le corps n'est pas vu comme une structure, ces pièces s'agencent entre elles pour venir se déposer sur lui, et le corps n'est pas un organisme, on verra peut-être tout à l'heure un peu plus tard, mais c'est ce que Deleuze et Guattari nomment le corps sans organes, qui est à côté des machines désirantes, sans les contenir, c'est un agent de déliaison. Bien, el deseo está relacionado con una multiplicidad. Aquí Girard presenta un nuevo concepto esencial en la teoría de Deleuze y de Guattari. Esta multiplicidad de máquinas, con las máquinas, por supuesto. El cuerpo no se ve como una estructura. Sus diferentes partes están dispuestas entre sí para venir y conectarse o asentarse sobre él, que no es un organismo, sino lo que Deleuze y Guattari llaman el cuerpo sin órganos. Está al lado de las máquinas deseantes, sin contenerlos. Vasto agente de dissociation. Gérard. Le schizo n'a pas le privilège d'avoir un corps sans organes. Nous en avons tous un. Mais lui, le schizo, il le sent dans ses organes. Et il sent ainsi qu'il devient autre chose. Car le désir ne peut circuler librement que s'il n'y a pas d'organisation. Tous les branchements, couplages, etc. sont aberrants, sans signification. El esquizo no tiene el privilegio de tener un cuerpo sin órganos. Todo el mundo tiene uno, solo que el esquizo lo siente en sus órganos. Y es por eso que se siente, o que siente, que se convierte en otra cosa. Porque el deseo solo puede circular libremente cuando no hay organización. Todas las conexiones, acoplamientos, son aberrantes, sin sentido. Gérard. Alors, pour ça, il faut distinguer deux niveaux. Et Deleuze et Guattari emploient une métaphore pour les désigner ces niveaux, pour les décrire. Le niveau moléculaire, qui est celui de l'inconscient, et le niveau molaire, je me suis trompé d'ailleurs, dans l'exposé que je t'ai envoyé, il y a 2 fois moléculaire. La deuxième fois, il faut lire molaire, bien sûr, de la mole, hein. Le premier niveau, c'est celui de la molécule, le deuxième, c'est celui de la mole. Le niveau molaire, c'est celui du socius. Le socius, lui aussi, donc le corps social, produit du désir, comme l'inconscient, avec les mêmes machines, mais avec d'autres agencements. Le désir est une production réelle qui n'a que peu à voir, finalement, avec le fantasme et le rêve. Condition pour cela, c'est que le désir soit sans but, subjectivité pure et non pas dépendant d'une pulsion tendant à sa réalisation. On ne désire pas quelque chose ou quelqu'un, on désire tout court. Bien, aquí es necesario entonces un nuevo concepto importante, distinguir 2 niveles. El nivel molecular, que es el nivel del inconsciente. Aquí había un error en el texto que acaba de corregir Gerard recién, porque decía 2 veces molecular, y el nivel molar del socius. Repito entonces, 2 niveles, el nivel molecular, que es el del inconsciente, y el nivel molar, que es el del socius. El socius también produce deseo, tal como el inconsciente, con las mismas máquinas, pero con arreglos distintos, particulares. Para Deleuze y Guattari, el deseo inviste directamente el socius como real. El deseo es una producción real, que tiene poco que ver con la fantasía y el sueño. Condición para ello, para que esto se pueda producir, que el deseo no tenga meta, que no tenga rumbo. Pura subjetividad, y no dependiente de ningún impulso tendiente a su realización. No se quiere a algo o a alguien, simplemente uno quiere. Gérard. Le socius, la machine sociale, donc, elle a un but. Elle constitue les différents agencements des éléments qui la composent et qu'elle compose pour former une société donnée. C'est pour former un ordre. Par contre, c'est au niveau moléculaire, à celui de l'inconscient, donc, que les flux sont coupés, connectés, disjoints, rassemblés, recoupés, et le tout sans finalité. Toutes ces opérations s'appellent des agencements. Ces agencements, connexions, coupures, disjonctions, conjonctions sont regroupés sous le terme, par Deleuze et Guattari, sous le terme de synthèse. Bien, la máquina social constituye los diferentes arreglos de los elementos que la componen y que compone para formar una sociedad dada.
Por contra, digamos, en otro nivel, es a nivel molecular que los flujos son cortados, conectados, inconexos, reunidos, intersectados, pero todo esto sin ningún propósito. En resumen, agenciamientos. Y estos arreglos, conexiones, cortes, disyunciones, conjunciones, llevan el nombre de síntesis. Ça, c'est quelque chose qui me paraît très important. Ces synthèses sont de 3 types. Comme dans tout système économique, on peut distinguer 3 phases. La production, l'enregistrement et la consommation. On produit, on classe, on trie, on nomme, on enregistre et puis finalement on consomme. Estas síntesis son de 2 tipos. Como en cualquier sistema económico, se pueden distinguir 3 fases: producción, registro y consumo. Gérard. Premièrement, donc, les synthèses dites connectives de production. Le paradigme de la machine désirante. Connexion par les flux de machines entre elles. Machine-organe, sans spécificité, interchangeable, dont la somme ne constitue pas un organisme. Les organes sont identiques entre eux, mais différenciés. Voilà pourquoi, je fais une parenthèse là, qui n'est pas dans le texte, voilà pourquoi Deleuze et Guattari parlent de corps sans organes. Ça n'est pas un organisme, parce que les éléments de ce corps ne sont pas chacun attribués à une fonction. Ils n'ont pas de spécificité, ils sont interchangeables dans le corps sans organes, contrairement à l'organisme où les organes, le foie a un rôle, le cœur a un rôle, etc., etc. Ici, les organes sont identiques, mais différenciés. Le principe de fonctionnement est celui du ou bien, ou et puis. On est au stade des machines désirantes à proprement parler, encore appelées machines paranoïaques. Bien, se refiere ahora a lo que se llama síntesis conectivas de producción. Aquí el paradigma es la máquina deseante. Conexiones por flujos de máquinas entre ellos. Máquina, órganos, sin especificidad e intercambiables, cuya suma no constituye un organismo. Agregó hacia el pasar Gérard que esta es la diferencia entre el cuerpo sin órgano, donde todo es intercambiable, a un cuerpo organizado, donde los órganos tienen cada uno una función. Es por esto que los órganos pueden ser idénticos entre sí, pero diferenciados. El principio de funcionamiento de la síntesis conectiva de producción, o la regla, es la siguiente: o bien y luego. Estamos en la etapa de máquinas deseantes en sentido estricto, también llamadas máquinas paranoicas. Les deuxièmes sortes de synthèses sont les synthèses disjonctives d'enregistrement, sur lesquelles ce sont celles qui m'ont le plus intéressé. Et donc, je vais m'y attarder un peu plus. Ce corps sans organes va constituer une machine d'enregistrement. C'est par ces synthèses disjonctives qu'il pourra ne pas redevenir un organisme, alors même que les machines-organes s'accrochent sur lui. Le corps sans organes va constituer une gigantesque surface d'enregistrement qui ne précède pas les éléments disjoints qui s'y inscrivent et n'existe justement que par ces multiples inscriptions, sur laquelle sont inscrits sous forme de zones intensives l'énergie produite. La síntesis disyuntiva de registro, y se va a detener particularmente en esto, es la siguiente: porque este cuerpo sin órganos va a constituir una máquina de registro, de grabación. Es a través de estas síntesis disyuntivas que no puede volver a convertirse en un organismo, incluso cuando los órganos de la máquina se aferren a él. El cuerpo sin órganos constituirá una gigantesca superficie de registro, que no precede a los elementos disjuntos que están inscritos en él y existe precisamente por estas múltiples inscripciones, sobre la que se inscribe en forma de zonas intensivas esta energía producida. Gérard. Disjonction entre les multiples intensités énergétiques qui s'inscrivent sur une surface d'enregistrement qu'ils appellent le noumen, c'est la volonté divine. La règle est celle du soi, soi.
Cela produit des inscriptions des individus en tant que vivants ou morts, enfants ou parents, en tant que vivants ou morts, enfants ou parents, j'ai mis 2 fois vivant ou mort. Mais au niveau de l'inconscient, au niveau moléculaire, ce sont des synthèses inclusives. Les synthèses disjonctives d'enregistrement, au niveau molaire, au niveau du social, elles sont exclusives. On est ou vivant ou mort. On ne peut pas être les deux à la fois. Si vous êtes inscrit à la mairie comme étant mort, vous ne pouvez pas aller voter. Ce n'est pas possible. Tandis que, au niveau moléculaire, au niveau de l'inconscient, il n'y a pas de contradiction entre le fait d'être, par exemple, mort ou par exemple vivant, ou par exemple homme ou par exemple femme. Hein. Donc, ce sont des synthèses qui sont dites inclusives, alors qu'au niveau molaire, elles étaient exclusives. Donc, l'inscription est illimitée, il n'y a pas de code, on est au stade que Deleuze-Guattari appelle des machines miraculantes. Voilà. Bien, disyunciones entre las múltiples intensidades de energía que se escriben en una superficie de registro, los numen, voluntad divina. El nombre de esta energía es el numen. La regla es la de sea esto, o sea otra cosa. Esto produce inscripciones de individuos, tanto vivos o muertos, hijo o padre. No hay distinción, hay ausencia de contradicción. Explicaba rápidamente, hasta donde recuerdo recién Gerard, que uno puede ir a la municipalidad a escribir una defunción y estar vivos al mismo tiempo. O una cosa o la otra. Es de exclusión. Por supuesto a nivel molar. Sin embargo, a nivel molecular son inclusivas. Es decir, que no hay esta exclusión, ya que a nivel molecular se es hombre o se es mujer, no es excluyente, eso puede cambiar. Es por eso que en realidad hay N sexos. El registro es entonces ilimitado. A nivel molecular no hay códigos. Por eso estamos en la etapa de las máquinas llamadas máquinas milagrosas. Mientras que a nivel del socius, a nivel molar, solo podemos quedar registrados como hombre o como mujer. Y eso no va a cambiar. Salvo operaciones, ¿verdad? Pero hay una identidad fija. Solo hay entonces dos sexos. Gérard. Et enfin, le troisième type de synthèse, les synthèses conjonctives de consommation, opération de réconciliation des deux synthèses précédentes. Dans ce corps sans organes, traversé par les flux d'une humaine où s'est enregistrée une variation d'intensité, le sujet va émerger de façon positive. Ici, la règle, c'est celle du « c'est donc ». Il y a 3 exemples, Deleuze-Guattari donne 3 exemples d'œuvres célèbres qui peuvent se rattacher à ce niveau. C'est la fameuse nouvelle de Kafka, La colonie pénitentiaire, que je vous recommande. C'est le tableau de Duchamp, La mariée mise à nu par ses célibataires même. Et c'est le roman de Villiers de l'Isle-Adam, L'Ève future. Ici, ce sont, après les machines paranoïaques, après les machines miraculantes, ce sont des machines célibataires. Bien, la síntesis conjuntiva de consumo, la tercera y última de esta síntesis, hace una operación de reconciliación de las dos síntesis anteriores. En este cuerpo sin órgano, atravesados por los flujos de los numen, donde se ha registrado una variación en la intensidad, el sujeto emergerá de manera positiva. Aquí la regla es, por lo tanto, da 3 ejemplos. La máquina de la colonia penitenciaria de Kafka, el cuadro de Duchamp, lo tengo en francés, la casada desvestida por sus solteros, inclusive, de Duchamp, y la Eva Futuro de Villiers de l'Isle-Adam, es una novela. Todas estas son máquinas individuales, ya que es el nombre de estas máquinas donde lleva ese punto. Gérard. Oui. Donc, excusez-moi, en conclusion, les 3 synthèses n'expriment jamais l'équilibre d'un système, mais au contraire un nombre illimité d'états stationnaires, métastables, par lesquels un sujet passe. Tout est une question de variation et de jeu d'intensité, et c'est ça, il faut bien le comprendre, ces machines, elles ne marchent qu'en se détraquant. C'est la condition sine qua non.
elles ne peuvent marcher que si elles se détraquent sans arrêt. En Et cette machine, vas-y. En conclusión, las tres síntesis nunca expresan el equilibrio de un sistema, sino un número limitado de estados estacionarios metaestables a través de los cuales pasa un sujeto. Se trata de variaciones y juegos de intensidad. Solo funciona descomponiéndose, saliéndose de su camino, desarmándose. Gérard. Donc, cette machine désirante, machine organe ou paranoïaque, machine d'enregistrement ou miraculante, machine de consommation ou célibataire, dont le modèle est l'inconscient, a essaimé sur tout le pourtour de son cycle un sujet apparent, résiduel, hein, c'est ce qui reste de l'opération, nomade, qui passe par tous les devenirs correspondants aux disjonctions incluses. C'est la dernière pièce de la machine désirante, la pièce adjacente, puisque c'est toujours à côté que ça se forme. Y esta máquina deseante, órgano o máquina paranoica, máquina de registro, milagrosa, máquina célibe, cuyo modelo es el inconsciente, ha extendido por todo el perímetro de su ciclo un sujeto aparente, residual, nómada. Es un sujeto nómado o nómada, que pasa por todos los devenires correspondientes a las disyunciones inclusivas. La última pieza de la máquina deseante es la habitación adyacente, la que está al lado, la otra, la que está ahí nomás, al ladito. Gérard. Alors, nous avons vu, pour finir sur ce chapitre des synthèses, que le socius est formé des mêmes machines que l'inconscient, mais que leurs agencements sont différents. Les synthèses disjonctives d'enregistrement sont inclusives au niveau de l'inconscient et exclusives au niveau du socius. Pour inscrire chaque sujet de manière exclusive, pour lier il me manque un mot là, pour lier l'espèce humaine, finalement, le socius a formé trois machines sociales qui vont donner de l'ordre, tandis que dans l'inconscient, ça ne donne pas d'ordre, ça se détraque tout le temps. Bien, así que hemos visto que el socius está formado por las mismas máquinas que el inconsciente, pero que sus arreglos son diferentes. Así, la síntesis disyuntiva de registros son inclusivas a nivel del inconsciente. Inclusivas quiere decir que si es tanto hombre como mujer o animal quizás también. Y excluyentes a nivel del socius. Para registrar cada sujeto exclusivamente, para atar, agregó él, lo humano al socius, está formado por tres máquinas sociales. Gérard. Je vais finir ce... Bon, c'est un résumé, hein, évidemment, c'est un résumé terriblement incomplet de ce livre énorme, mais je vais finir par un autre trio qui me paraît important, qui sont les trois machines sociales. Quiero hacer un resumen ahora de este libro tan grande, tan importante, que es casi imposible de hacer este resumen, pero lo voy a intentar hacer con un nuevo trío. Tres tipos de civilizaciones, tres máquinas sociales. Gérard. Premièrement, la machine sauvage, encore appelée machine territoriale. Alors, à chaque fois, dans chaque machine, il va y avoir un certain nombre d'items qui vont revenir à chaque fois et qui vont être différents, bien sûr, dans chaque machine. Chaque machine a un corps plein, un fondement. Ici, dans la machine sauvage, territoriale, c'est la terre. C'est la terre qui est la sous-jacence de cette machine. C'est ce qui vient se substituer au sans-fond initial dont je vous ai parlé tout à l'heure, le sans-fond initial du désir. Sur ce sans-fond initial vient se substituer un corps plein qui va être différent à chaque type de civilisation. Donc ici, c'est la Terre, hein, et à ce stade, il s'agit de coder les flux en marquant les corps en tant qu'ils sont liés à la Terre et à les distribuer selon ces marques. Le principe est celui de la fondation. Fonder consiste à implanter une mémoire dans l'inconscient afin de produire des blocs de dette. On est dans un système économique, ne l'oublions pas. Ce qui domine, c'est la règle. Ce qui est produit, c'est une mémoire d'alliance et de parole. Le socius impose un fondement à l'inconscient par le régime de la cruauté. C'est l'âge de la parole. À ce stade, on parle, on voit,
Et si on veut établir une correspondance psychiatrique, ce système produit de l'hystérie. Bien, intentaré hacer lo que acaba de decir recién Gerard. Él va a hablar ahora o acaba de hablar de la máquina salvaje, territorial, cuyo cuerpo completo, su base es el cuerpo de la Tierra. El cuerpo completo se opone al cuerpo sin órganos, hasta aquí subyacente. Viene a reemplazar el esquizo inferior de inicio que habíamos visto, esa inorganización del deseo que será repentinamente reprimido. Allí se trata de codificar los flujos, marcando los cuerpos como tal, y como están estos ligados a la Tierra, distribuyéndolos de acuerdo con estas marcas. El principio aquí es el de la fundación. Fundar, explica Gerard, consiste en implantar una memoria en el inconsciente. ¿Para qué? Para producir bloques de deuda. Es un sistema económico, decía Gerard. Lo que domina aquí es la regla. Lo que se produce al fundar esta memoria es el recuerdo de alianzas, de convenios y de palabras. El socius impone un fundamento sobre el inconsciente a través de un régimen, el régimen de la crueldad. Esta es, o era, la era del habla. Hablamos y vemos. Y dice Gerard que en psiquiatría esto tiene correspondencia con la histeria. Gerard. La deuxième machine, c'est la machine barbare, ou encore appelée despotique, dont le corps plein, là, ce n'est plus la terre, le corps plein, c'est celui du despote ou du dieu auquel il s'affilie directement, c'est-à-dire qu'il y a un principe de transcendance. C'est un corps transcendant. La dette, à ce moment-là, la dette d'alliance dont on avait parlé tout à l'heure, elle devient infinie à ce stade grâce à l'impôt d'État qui vient de naître, en même temps que l'argent fait son apparition. Dans le premier âge, celui de la machine sauvage, on était au stade du troc. Là, l'argent arrive. La terre devient propriété d'État. Il y a donc un surcodage qui se superpose au premier codage. Et il se crée alors une nouvelle mémoire qui est fondée sur un objet immémorial, détaché, transcendant, le phallus, qu'on retrouve, le phallus qui est signifiant du corps du despote. C'est l'âge, là, non plus de la fondation, mais du fondement. La main succède à la voix. Tout à l'heure, on était à l'âge de la parole. Ici, on est à l'âge de l'écriture. L'œil devient aveugle, il ne voit plus rien, il se contente de lire. C'est l'âge de la lettre qui remplace la parole. Tout à l'heure, on parle et on voit. Ici, c'est on écrit et on lit. Le système de la terreur remplace celui de la cruauté. On ne marque plus les corps, on écrit sur eux. Et on écrit quoi? Non plus la loi, non plus la règle, pardon, mais la loi. Au niveau psychiatrique, ce système produit de la paranoïa, disent Deleuze et Guattari, et de la manie dépressive. Bien, aquí estamos a nivel, en esta segunda máquina, de la máquina bárbara, despótica, cuyo cuerpo completo es el del déspota o el dios al que se afilió directamente, cuerpo trascendente. La deuda de las alianzas se hace infinita gracias al impuesto estatal que acaba de nacer, al mismo tiempo que el dinero hace su aparición. La tierra ahora se convierte en propiedad del Estado. Hay una sobrecodificación que se superpone a la primer codificación. Entonces ahora se crea una nueva memoria, basada en un objeto inmemorial, desprendido y trascendente. El falo, significado del cuerpo del déspota. Perdón. Esta es la era de la fundación. La mano se subordina a la voz y este es el nacimiento de la escritura. El ojo queda ciego, ya no ve nada, solo lee. Es la edad de la letra, que sustituye a la palabra. Escribimos y leemos. El sistema del terror sustituye al de la crueldad. Ya no marcamos los cuerpos, ahora escribimos sobre ellos. Y entonces la ley reemplaza la regla. Esta ley está escrita en todas partes. Este sistema produce, y aclaraba Gerard, que es lo que dice Deleuze y Guattari, y que se ve que es correspondiente también con la psiquiatría, este sistema produce paranoia y manía depresiva. Gerard.
La troisième machine, c'est la machine civilisée, excusez-moi, ou la machine capitaliste. Ici, le corps plein, c'est celui du capital. Le capital, on a vu que l'argent était apparu au stade précédent, mais avec le capital, il y a une notion de plus. Le capital, c'est l'argent qui produit de l'argent. Ici, on est dans l'immanence au champ social. Cette civilisation n'a plus besoin de mémoire, puisque la mémoire est confiée aux machines techniques. Ne pas confondre avec les machines machiniques du début. Elle n'a même plus besoin de l'écriture. Les codes se sont effondrés. Il y a un décodage généralisé des flux du fait de leur conjonction. Tout repose sur le rapport différentiel du travail et du capital. La loi laisse la place à l'axiomatique, dans une logique de toujours plus d'arbitraire. On décode, mais on recode immédiatement. Le but suprême du capitalisme, vous le connaissez tous, étant de produire du manque. Le cynisme remplace la cruauté et la terreur. Il n'y a plus que des esclaves au service du capital. Il n'y a plus de souverain, il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus rien. Nous sommes tous esclaves. Le chiffre a remplacé la parole et la lettre. On compte. La fondation et le fondement ont laissé la place à la structure. Et la psychanalyse va s'en emparer, comme on l'a vu au début. Ce système produit de la schizophrénie. Bien, y esta última máquina, y el final de la conferencia de Gerard, es la máquina capitalista, o la máquina también civilizatoria o civilizada. El cuerpo completo es el del capital, el dinero que crea dinero, los cuerpos inmanentes al campo social. Esta civilización necesita ya no más memoria, puesto que se confía a las máquinas técnicas. Ya ni siquiera precisa escribir, los códigos han colapsado. Hay una decodificación generalizada de los flujos debido a su conjunción. Todo se basa en la relación diferencial entre el trabajo y el capital. La ley da paso a lo axiomático en una lógica cada vez más arbitraria, cada vez más arbitrariedad. Decodificamos, pero codificamos inmediatamente, siendo el objetivo supremo producir la falta, producir carencia. El cinismo sustituye a la crueldad y al terror. Ahora todos somos esclavos. Ahora solo hay esclavos al servicio del capital. La cifra ha sustituido la palabra y a la letra. Contamos. Los fundamentos, los cimientos, dieron entonces paso a la estructura. El psicoanálisis lo aprovechará. Decía en el texto que me envió, el significante es lo que representa al sujeto para otro significante. Este sistema produce esquizofrenia. Subtítulo de merci Gérard, quel travail. Quel travail. Merci. Donc, on peut maintenant passer à la partie des échanges. Oui, oui, oui. Hervé. Merci de votre attention à tous. Bueno, agradecen la atención y quiero ahora pasar a un intercambio con la gente. Vamos a intentar, debido a la gente, ser ordenados. Hervé Fodor, que está presente, es quien va a tomar ahora la traducción simultánea del castellano al francés o al revés para entender estas respuestas. Así que primero haré mi pregunta y luego pasamos a quienes quieran ir preguntando si levantan la mano o mandan un mensajito en el chat. Gerard, voy a hacerte una pregunta. Je vais faire une question, Gerard. ¿Cómo ha sido, cómo te ha impactado esta lectura en tu clínica cotidiana? ¿Hasta qué punto esto te ha tocado? Hervé, traducí vos. J'ai compris, j'ai compris. J'ai compris. ¿Has compris? Je comprends à peu près l'espagnol. À peu près. Mais là j'ai compris. Là, j'ai compris. Donc, on va gagner du temps et bien. Sans faire offense au traducteur. Hein. Il aura son rôle tout à l'heure. Alors, je voudrais raconter une petite histoire. Lorsque je n'étais pas encore psychiatre, j'étais étudiant en médecine. J'étais en 5e année de médecine et j'ai fait un stage en psychiatrie.
En quinto año de medicina hice una pasantía en psiquiatría. Et là, j'ai eu beaucoup de chance parce que je me souviendrai toujours du premier entretien, ou un des premiers en tout cas, auquel j'ai assisté. Ce n'est pas moi qui le menais, bien sûr, j'étais étudiant, j'étais à côté. Tuve mucha suerte porque tuve la suerte, de hecho, de asistir como estudiante a una de las primeras entrevistas, en tanto estudiante en ese momento. Et donc, le patient qui faisait l'objet de cet entretien était un jeune homme pour lequel on pouvait retenir le diagnostic de schizophrénie. Et ce jeune homme... El paciente era un joven del cual se podía guardar un diagnóstico de esquizofrenia. Et ce jeune homme, entre autres choses qu'il avait dites durant le temps de l'entretien, y lo que mencionó durante esa entrevista, de lo que se podría rescatar, digamos, de la entrevista, il avait dit la chose suivante. Il avait dit, je suis ici avec vous, estoy acá con ustedes, mais dans le même temps, je suis aussi dans un cercueil en Corse. Pero al mismo tiempo estoy en un ataúd en Córcega. Et je m'étais dit, bon, il est vraiment fou, hein, il raconte n'importe quoi, ça n'a pas de sens. En ese momento me pareció que estaba totalmente loco, que carecía de sentido. Je me disais que ce qu'il disait n'avait aucun sens, et ce n'est qu'en lisant bien des années plus tard l'anti-Oedipe, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en m'attardant sur les deuxièmes types de synthèse, les synthèses disjonctives d'enregistrement. Y solo años más tarde, leyendo al anti-Edipo y tomándome el tiempo en las disyunciones de la segunda categoría, que j'ai pu accéder d'une certaine manière à ce que disait ce jeune homme, et que c'était tout sauf fou au sens où on l'entend habituellement, c'est-à-dire ça n'a pas d'importance, il ne faut pas faire attention à ce qu'il dit, il est fou. Y solo en ese momento pude entender lo que dice ese joven y entendí que no era una locura tal como se suele presentarlo y que no era para nada loco. Puisque ce jeune homme m'avait expliqué en quelque sorte, mais je n'avais pas compris à l'époque, il m'avait expliqué le fonctionnement des synthèses disjonctives inclusives d'enregistrement. ¿Eh? Me había explicado ese chico, pero en ese momento no podía entenderlo, lo que eran las síntesis disyuntivas, pero años atrás, y que no estaba en capacidad de entender en ese momento. Puisqu'il était à la fois dans un lieu et dans un autre, il était à la fois vivant et mort. Porque de hecho estaba en dos lugares a la vez, estaba en vida y muerto a la vez. Bon, j'ajoute que par la suite, tout au long de ma carrière de psychiatre hospitalier, où j'ai été au contact quotidien de psychotiques, de schizophrènes. Quiero agregar que a lo largo de mi carrera en contacto con psicóticos, j'ai entendu des discours analogiques à celui-là, c'est-à-dire des gens, oui. Escuché discursos similares a ese discurso. C'est-à-dire des gens qui me disaient qu'ils étaient morts. Gente que me decía que de hecho estaba muerta. On connaît tous ça. On appelle ça en psychiatrie le syndrome de Cotard, la négation d'organes. Hein? Lo que se llama en psiquiatría el síndrome de Cotard, la negación de órganos. On rencontre ça dans la mélancolie délirante, on rencontre ça dans la schizophrénie, on rencontre ça dans la plupart des entités psychotiques. La melancolía delirante, la mayoría de las figuras psicóticas.
Le sujet va nous dire « je suis mort ». Alors on lui dit « mais non, vous n'êtes pas mort, vous êtes là devant moi ». Et alors, c'est pas parce que je suis devant vous que je ne suis pas mort. Bueno, el sujeto dice que está muerto y le contestamos que no. Y él dice no, y no es porque estoy delante de ustedes que no estoy muerto. Et on voit bien que tant qu'on n'a pas les coordonnées de l'anti-Oedipe, de Deleuze et Guattari, pour non pas comprendre d'ailleurs, il ne s'agit pas de comprendre, il s'agit d'accepter ça, d'accepter ce discours. Mientras no manejemos las informaciones de Guattari y Deleuze para entender, no, o para ni siquiera entender, para aceptar ese discurso, il n'y a rien à comprendre, il y a simplement à entendre que le réel de ces gens qui parlent de cette manière-là, c'est le leur, et il suffit, il y a pour nous en tout cas, à en prendre acte. El tema no es entender, el tema es aceptar lo que nos dicen y tenemos que actar, digamos, y aceptarlo, de hecho, lo que nos dicen esos pacientes. Donc, à partir de ma lecture de l'Oedipe, de l'anti-Oedipe, à partir de ce travail que j'ai fait pendant plusieurs mois sur cet ouvrage et de la réflexion que j'ai pu avoir là-dessus. Y a partir de la reflexión nacida de la lectura de esas obras, j'ai organisé les choses dans le service où je travaille d'une manière complètement différente. Organicé las cosas en el servicio en el que trabajo de manera totalmente distinta. C'est-à-dire que, et j'ai bien sûr essayé de faire partager mon point de vue par les soignants avec qui je travaille. Traté de compartir mi punto de vista con la gente con quien voy trabajando. J'ai arrêté de vouloir, d'une manière ou d'une autre, éduquer les schizophrènes, de m'imaginer qu'un jour ils pourraient fonctionner d'une manière plus ou moins névrotique et d'accepter qu'ils fonctionnent comme ils fonctionnent, c'est-à-dire d'une façon schizo. Je pourrais développer tout à l'heure. Sí, no quise más educar, entre comillas, a los esquizofrénicos, calificados como esquizofrénicos. Me perdí el resto. J'ai accepté par exemple que des réunions qu'on a fréquemment entre soignants et soignés n'aient plus d'ordre. Que las reuniones entre los pacientes y los médicos no haya más orden. J'ai accepté que ces réunions soient régies par les flux. Esas reuniones estén manejadas por los flujos. Que ça parte dans tous les sens, sans vouloir essayer de faire la police tout le temps. Et sin buscar hacer la policía y escuchar. Et d'écouter ce qui sort. Y escuchar lo que sale. Merci Gérard, merci. Et Viviane, est-ce que je réponds un peu à ta question? Oui, merci, très bien, merci. Et Viviane. Oui, je peux parler? Oui. Bien sûr, Viviane. Vous m'entendez? D'accord. Alors, Gérard, je n'ai jamais autant entendu que finalement, le corps sans organes de Deleuze et Guattari s'oppose vraiment beaucoup à la langue écrite en un seul mot, tel que Lacan l'a formulé dans les années 70, parce que la langue, c'est précisément les mots qui vont aller se lover dans l'organisme, dans le corps, dans les organes réels. Tu vois? Un minute, Viviane, pour la traduction, s'il te plaît. Oui. Nunca escuché que los cuerpos sin órganos se opusiera tanto a las palabras, ya que las palabras es lo que se va a engarzar, digamos, en los cuerpos. Oui, c'est le grand point, effectivement, de divergence. C'est un angle de vue qui n'est pas du tout le même. Attention, il ne s'agit pas du tout. Il s'agit pas du tout. No se trata. Il s'agit pas du tout de nier l'importance de la parole, de dire que le signifiant ça n'existe pas. Il ne s'agit pas de dire ça. No se trata de negar la palabra y de negar el valor. Il s'agit de dire qu'à côté de ça peut exister autre chose.
Trata de decir que al lado otra cosa puede existir. Je peux encore dire quelque chose? Oui, Oui. J'avais en t'écoutant, Gérard, évidemment, les 4 discours de Lacan, c'est à peu près la même époque. Oui, oui. Hein, c'est Oui. 68, 73, les 4 discours. Hein. 73. Los discursos de Lacan Voilà. corren en la misma época, ¿no? Et je suis frappée comment chacun de leur côté, ils étaient quand même coincés dans des systèmes de typologie, c'est-à-dire d'organiser. Enfin, Lacan, c'était plutôt 4, et je vois que Deleuze et Guattari, c'est plutôt 3. Mais par exemple, si on prend la machine... Veo que estoy impactado por el hecho de que estaban como encerrados en tipologías. Para Lacan 4 y para Deleuze y Guattari serían más 3. Par exemple, la machine sauvage, ça pourrait être le discours de l'hystérique. La máquina salvaje podría ser el discurso del histérico. La machine barbare, ça pourrait être le discours du maître. Et la machine capitaliste. La máquina bárbara del maestro y la máquina capitalista. Le discours capitaliste. Del discurso propiamente capitalista. C'est frappant comment ils étaient à cette époque poussés à... C'est peut-être l'effet structuraliste, l'effet Foucault aussi, à créer des typologies, quoi. Oui, voilà, el efecto del estructuralismo, el hecho de buscar a toda costa tipologías. C'est une très bonne remarque, Viviane, et je t'en remercie. La comparaison, je n'aurais pas osé la faire, mais bon, tu l'as faite. Yo no me hubiese atrevido a hacer esa comparación tal como la hiciste, pero... Mais elle est intéressante. Je voulais juste dire que les 4 discours, je crois qu'à ce moment de l'œuvre de Lacan, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour lui et qui représente en quelque sorte vraiment un paradigme de sa pensée. Los 4 discursos de ese momento de Lacan representan claramente algo importante, un paradigma de su pensamiento. C'est un séminaire que j'ai beaucoup travaillé. Et puis, quelques temps plus tard, Lacan passe à RSI. Oui, c'est ça. Et on n'entend plus parler des 4 discours pratiquement. Oui, y de hecho, Lacan, un tiempo más tarde, pasa a otra cosa y ya no se escucha más hablar de los 4 discursos, de hecho. Voilà, il y aura encore quelques occurrences de 4 discours, mais très peu. Voilà. Et donc, oui. Il passe à un ternaire qui deviendra après quaternaire. Hein. Pasa después a algo ternario que va a pasar a ser después cuaternario. Merci, Viviane. On va passer à autre question. Merci. Alicia. Alicia, por favor, trata de que sea cortita porque hay que traducir la pregunta, ¿sí? Acá estamos con 2 lenguas. Hola, Alicia. Sí. Si te pude seguir, en un momento decís del lenguaje, variaciones e intensidades. À un moment donné, vous parlez du langage et vous dites variation et intensité. Variation de réseau. E intensidades. Inclusive, un poco en el relato de este paciente, también escuchaba algo de esto. Y lo relaciono con, en una oportunidad... Alicia, anda más despacito para que pueda traducir. Sí, Hervé. Sí, no, está bien, que siga. Sí. Sí, en una oportunidad pude encontrar en los anales médicos del 31... Dans à une certaine occasion, j'ai pu trouver dans les annales médicales de 1931. Sí, escritos inspirados, donde Lacan, es muy poquito lo que voy a poder decir, porque es un texto que yo no lo pude traducir, me lo han... C'est un texte que je n'ai pas pu traduire. En escritos inspirados, una paciente, creo que es Marcel C., que en algún momento,
Lacan destaca ahí en esos trastornos del lenguaje el ritmo. Le rythme. El ritmo, ya no la interpretación, ¿no? Lo que quiere decir, ¿no? Y me parece que, bueno, que esto marca un alejamiento del negativismo, de la negación freudiana. ¿No? Me parece que ese es un punto. Y me parecía que esto de las variaciones y el lenguaje apuntaba a esto. Marquer ce point-là en particulier, en l'occurrence le point du rythme. Le point du rythme, à quel niveau? ¿En qué sentido lo del ritmo? Esto que decían que no se trata de entender, sino creo que dice algo así Lacan en el 31 como algo musical. Comme quelque chose de musical. Ya no del significado, ya no de qué quiere decir il ne s'agit pas d'interpréter ce que veut dire le fou ou le psychotique. Oui, d'accord. Je peux pas dire autre chose que oui, d'accord. No puedo contestar otra cosa sino que sí, estoy de acuerdo. L'analogie avec le domaine musical me paraît pertinent là aussi. Effectivement, l'analogia con el mundo musical me parece pertinente. Il ne s'agit pas de comprendre un morceau de musique. On sait très bien que on ne peut pas coller. On ne peut pas coller quoi que ce soit, même si ça a été fait à l'époque romantique. On ne peut pas coller un titre sur un morceau de musique. C'est complètement arbitraire et c'est complètement. No se le puede poner un título a una pieza musical. Es algo totalmente arbitrario. C'est complètement interprétatif. Un morceau de musique, ça se vit, ça se ressent. De la même manière qu'une parole de schizo. Ouais. Así como se vive y se siente la palabra de un esquizofrénico. Et la question du rythme est effectivement très, très importante. Oui. Y de hecho, sí, el tema del ritmo es algo importante en ese sentido. Bien, gracias Alicia. Graciela Graham. ¿Cómo están? Primero, quería decir que me parece que cuando aparece el Anti-Edipo, Lacan ya está entre Oupir y Encore. Il me semble que lorsque l'Anti-Oedipe apparaît, Lacan est déjà entre Oupir ou Encore. Eso creo que es una diferencia, pareciera, yo no entiendo de Deleuze ni de Guattari, o sea que lo que voy a decir es un poco salvaje. Ni Deleuze ni Guattari, donc. Pero creo que ese cambio que aparece en Lacan a partir de 1969, de un otro al otro, pasando por Oupir y por Encore, no está tomado en esto que te escuché real, de Deleuze y Guattari. Il me semble que le changement qui apparaît chez Lacan entre un Pire ou Encore n'apparaît pas dans Deleuze y Guattari. Eso por un lado, como un señalamiento. Ça d'une part, une remarque. Y por el otro lado, una pregunta. Une question. La tercera máquina, la que tiene que ver con el capitalismo. Relative au capitalisme. Tú dices, eso produce esquizofrenia. Tu dis, ça produit de la schizophrénie. Y como dijo Vivian, eso es una topología, algo que tiene que ver con un tipo. C'est quelque chose qui a à voir avec un type, une typologie. Une typologie. Me sale en francés. Y eso, no. Y no puedo dejar de escucharlo como algo del orden de la enfermedad. Je ne peux pas m'empêcher de le recevoir comme quelque chose qui a à voir avec la maladie. La maladie, porque si el capitalismo produce eso.
parce que c'est le capitalisme qui produit cela. Y si, como creo entender, pero por mis lecturas de los años 70, hace muchos años, tanto Deleuze como Guattari, sí. Oui. Tanto Deleuze como Guattari intentan hacer una crítica del capitalismo. Deleuze et Guattari se lancent dans une critique du capitalisme. Yo creo que es eso, pero insisto, por mis lecturas de los años 70, ça a à voir avec mes lectures personnelles des années 70, je crois que... esto que produce el capitalismo, ¿qué estatuto tiene? Esta esquizofrenia que produce el capitalismo. Ce capitalisme, la schizophrénie, quel statut il a? Alors, je crois que pour répondre à ça, il faut il faut souligner quelle est la différence, qui n'est pas toujours évidente quand on lit l'anti-Oedipe, entre les termes de schizo et de schizophrène. Tenemos que, para dar una respuesta a esa pregunta, marcar la diferencia que está en el anti-Edipo entre el esquizo y la esquizofrenia. Dans l'anti-Oedipe, ce n'est pas évident. Il passe sans arrêt du terme de schizo à celui de schizophrène et on a l'impression que ce sont des synonymes. En el anti-Edipo no queda muy claro porque no paran de pasar del término esquizo al término esquizofrenia y no queda muy claro. Et donc, il y a un cours de Deleuze à Vincennes qui date du 27 mai 1980. Hay una clase que dicta Deleuze en mayo de 1980 qui s'appelle Anti-Oedipe et autres réflexions. Que se llama Anti-Edipo y otros pensamientos. Et donc là, il explique très clairement la différence qu'il y a pour lui et pour Guattari entre schizo et schizophrène. Y ahí explica muy claramente la diferencia que hace entre esquizo y esquizofrénico. Donc, pour cela, il repart des lignes de fuite dont je vous ai parlé au début. Pour dire Retoma el que camino de las líneas de fuga. Toutes les lignes présentes chez un être humain ne sont pas des lignes de fuite. Todas las líneas presentes en un ser humano no son necesariamente líneas de fuga. Donc, il y a les lignes de segmentarité dure, il y a les lignes de segmentarité souple, toutes ces lignes du quotidien, toutes celles qui ont un but. Todas las líneas del día a día que tienen un objeto, sea segmentación dura o flexible. Mais ces lignes ne déterminent pas un processus. Parce que esas líneas no determinan un proceso. Le processus, c'est l'émission de flux, c'est l'émission de flux quelconque. El proceso es la emisión de flujos cuales sean. Et ces flux, dit Deleuze, là, vont former un délire. Y esos flujos van a constituir, según Deleuze, un delirio. Et, dit Deleuze, le schizo, il délire le monde, il délire l'histoire, la géographie, les races, il délire pas papa-maman. Bueno, y según Deleuze, el esquizo delira, entre comillas, la historia, la geografía, pero no delira el padre y la madre. Et, précise Deleuze, là-dessous, il n'y a rien. Y por debajo, il n'y a rien. Así como lo aclara Deleuze, no hay nada. Donc, le schizo, c'est celui qui vit sur ses lignes de fuite. El esquizo vive sobre sus líneas de fuga. Et qui arrive à vivre sur ces lignes de fuite. Y que logra vivir en esas líneas. Dans un équilibre toujours très périlleux, très dangereux. En un equilibrio siempre peligroso. Mais tant qu'il tient sur ces lignes de fuite, on l'appelle le schizo. Pero mientras se mantenga sobre esas líneas, lo llamamos el esquizo. Et nous avons tous notre part de schizo en nous. Y nosotros compartimos todos algo de
esquizo en nosotros mismos. Mais parfois, les lignes de fuite s'effondrent. Hein. Pero a veces las líneas se derrumban. Elles tournent en ligne d'abolition, de destruction, en ligne de mort. Se vuelven en líneas de abolición, de destrucción y de muerte. Elle devient une ligne qui tourne en rond. Y dan vuelta sobre sí. Et à ce moment-là, c'est ça, c'est ce fait que les lignes ne tiennent plus, hein, qui va produire le malade, entre guillemets, le schizophrène, hein, celui qui souffre. Bueno, y el hecho, cuando esas líneas se derrumban, es ahí cuando se hace el carácter enfermizo, digamos. La persona sufre de esquizofrenia. Pour le schizophrène, il y a quelque chose qui ne peut pas être tenu sur les lignes de fuite. Il y a quelque chose qui est trop difficile à supporter. Para el esquizofrénico hay algo que no se puede mantener en la línea de fuga, que es demasiado difícil aguantar. Ça ne tient plus. Ya no se mantiene más, se derrumba. Bon, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais pour moi, c'est à ça que ça m'a fait penser. No sé si contesté su pregunta, pero su pregunta me hizo pensar en eso. Muchas gracias. Quiero agregar algo, Gerard, en español, luego en francés. El texto que acaba de mencionar Gerard está publicado en castellano, se llama Derrames, que es el que vimos el miércoles anterior, donde esta conferencia que recién dijo Gerard está publicada. J'ajoute que le texte existe en espagnol. Je viens le texte, Gérard. De quel texte tu parles? De la conférence à Vincennes. Oui, oui. D'accord. Je viens de citer le texte à l'espagnol. D'accord. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacerle a Gérard? Ah, Viviane. Gérard, encore une petite chose. Vas-y. Le mot processus, oui. Il est important. Oui. La palabra proceso es importante. En quoi il le distingue, par exemple, de la notion de développement ou de progrès? ¿En qué lo diferencia del concepto de progreso? Le premier mot, ¿en quoi le distingue de quoi? De développement. De desarrollo y de progreso. Bon, alors là, je vais interpréter parce qu'à aucun moment Deleuze et Guattari ne parle de développement ou de progrès. Bueno, lo voy a interpretar porque en ningún momento Deleuze y Guattari hablan de progreso o de desarrollo. Mais il me semble que par développement et par progrès, on s'inscrit dans un corps social, là encore. On n'est pas Cuando hablamos seul. de desarrollo y progreso, nos anotamos en un cuerpo social, no estamos solos. Et qu'il y a un but, alors que dans le processus, il n'y a pas de but. C'est du désir. No hay objeto, no hay objetivo, es deseo puro. C'est du désir pur. Es deseo puro. Bien. Yo tendría una pregunta más para hacer antes de concluir. Gerard, y no te cuestionas, van de definir. El sujeto nómade, ¿puedes agregar algo de esa suerte de oxímoron entre sujeto y sujeto nómade? Est-ce que, j'ai une dernière question, est-ce que tu pourrais nous amener une information supplémentaire sur le sujet nomade, sur cet oxymoron que représente le sujet nomade? Le sujet nomade, oui, bien sûr. Ben, d'abord, déjà, on connaît tous des exemples de sujets nomades. Hein. Conocemos todos ejemplos de sujetos nómades, ¿no es cierto? La sédentarité, c'est quelque chose qui n'existait pas pour autant qu'on puisse savoir, chez les premiers hommes. Ça s'est fixé au moment du néolithique, si je ne dis pas de bêtises. Les hommes el sedentarismo no existía con los primeros hombres. Es algo que se estableció en el neolítico, me parece. Les hommes étaient nomades dans un premier temps,
j'ai envie de dire que la tendance naturelle de l'être humain, c'est d'être nomade. On sait qu'à l'époque préhistorique, les gens marchaient tout le temps et ils marchaient vers l'ouest. Hein. La tendencia natural del hombre en un principio era el nomadismo. Sabemos que los hombres iban hacia el oeste. Et ils se sont sédentarisés à un certain moment pour vivre de leur agriculture et de leur élevage au lieu de vivre de leur cueillette et de leur chasse. Y en un momento se establecieron para vivir del cultivo y la crianza de ganado, cuando antes se cazaban y hacían simplemente recolección. Il y a encore de nos jours des gens nomades, on les connaît, hein, les Roms par exemple chez nous, ou les Touaregs, etc. Siguen existiendo nómades todavía, los Rom, por ejemplo, en Europa, o los Touaregs en África. Ce sont des gens qui vivent en quelque sorte, et je vais être prudent là pour dire ça, mais qui vivent beaucoup plus que nous, en tout cas, sur des lignes qui s'apparentent à des lignes de fuite. Son gente que viven, pero voy a ser prudente con eso, pero que viven mucho más que nosotros sobre líneas de fuga, de hecho. Et qui sont pour cela très mal vus. Pourquoi? Parce que on a beaucoup de difficultés pour passer au deuxième stade, pour les enregistrer. Y que quedan muy denostados, muy mal vistos, porque justamente por ese motivo queda muy difícil registrarlos. Les nomades ne sont pas très bien vus par le grand capital. El gran capital no ve con buenos ojos a los nómades. C'est vrai, c'est vrai. Bien, vamos a concluir acá, ya estamos en el tiempo, y le voy a agradecer a Gérard su presencia y su producción. Gérard, on va finir ici avec cette dernière question. Je te remercie vraiment ta présence, la production, ton travail a été étonnant pour moi et pour nous, je crois. Et on se verra, je pense, en France. J'espère. J'espère aussi la même chose. Dès que le Covid pourra nous permettre de voyager à nouveau. Hein? Ah oui, ah oui. Esperamos que cuando el COVID nos permita nuevamente viajar, encontrarnos y poder hacer estos encuentros. De redevenir un peu nomade. On voit bien comment les processus pathologiques nous sédentarisent. Hein? Oui, oui, c'est vrai. Voilà. Moi, je vous remercie tous, en tout cas, de m'avoir écouté et d'avoir été là et qu'on ait pu parler ensemble. C'est très émouvant pour moi, justement, de pouvoir parler à autant de distance avec l'océan qui nous sépare. Les agradezco a todos haberme escuchado. Es muy agradable poder escucharlo más allá del océano que nos separa. Et de parler plus spécifiquement avec l'Argentine et avec Buenos Aires, qui est un pays et une ville que je ne connais pas et où j'ai toujours eu envie d'aller. J'espère qu'un jour je pourrai venir vous voir. Y más en especial con la Argentina, que es un país que siempre deseé visitar y que nunca tuve la oportunidad de ir a ver. Quizás, ojalá uno de estos días se pueda dar. On ira ensemble, Gérard. Oui, oui. Voilà. Oui, Gérard, pas de problème. Gérard, mes salutations à Christine. Antonio Macías de Querétaro, Mexique. Mes salutations à Christine. Oh. Merci. Mexique. Oui, Marco Antonio Macías, il habite au Mexique. D'accord. Yo he estado con Gérard en tour con Christine. Oui. Il a été avec toi à Tours. D'accord. Alors, mes salutations aussi et à bientôt, j'espère. Bien. Oui, Ouais. oui. Merci beaucoup, Gérard. Gracias. A bientôt. Bye bye, bientôt, Viviane. merci. À bientôt. Bye. À Bye, bientôt, Viviane. Hervé, muchísimas gracias por tu Por favor. traducción. Bisous à tous. Gracias a todos. Oui. Je vous embrasse. Au revoir et à bientôt, Gérard. OK. À bientôt. À bientôt. Merci.